Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter la 26e édition de l'Observatoire mondial des marchés de l'énergie, le WIMO. Et cette présentation, on va la faire à trois voix avec Florent Andrion et Philippe Vier. Nous avons abordé les sujets de la situation géopolitique, les tensions actuelles et leur impact sur le marché de l'énergie, les progrès dans les technologies vertes, ensuite le constat, et nous avons étayé ce constat que nous ne sommes pas sur la trajectoire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, et nous avons évoqué un certain nombre de mesures pour se rapprocher au moins de cette trajectoire, y compris la nécessité d'avoir des mesures d'adaptation, et puis les conclusions et recommandations. Dans les quelques minutes qui suivent, nous allons développer la quatrième partie, donc les conclusions et recommandations. Je vous incite fortement à regarder les épisodes 1, 2 et 3 qui ont précédé. Alors, déjà les constats. Les constats, ça, je pense que tout le monde le vit tous les jours. Nous sommes dans une période de très forte tension géopolitique, à la fois en termes de guerre en Ukraine, de guerre au Moyen-Orient et dans d'autres pays comme le Soudan par exemple. Et puis nous sommes aussi dans une période de guerre économique avec des mesures de pays pour accroître la souveraineté sur les sujets de transition énergétique. De manière peut-être un peu surprenante, les prix de l'électricité et du gaz sont revenus à leur niveau d'avant la crise. Et c'est notamment, je dirais, grâce aux Américains et au fait que les Américains ont pompé énormément de pétrole de schiste, qui a fait que le prix du pétrole n'a pas monté malgré la crise au Moyen-Orient. Bonne nouvelle, c'est que l'année 2023 et début 2024 sont des années records sur l'installation de production d'énergie renouvelable intermittent, solaire et éolien, 14% d'accroissance d'installation de nouvelles capacités en 2023 par rapport à 2022, avec une part importante du solaire. Il y a un renouveau des projets nucléaires. En revanche, l'impact de l'augmentation des renouvelables intermittents sur le marché fait qu'il y a des moments où il y a trop d'électricité sur le marché, donc il y a des prix négatifs et la fréquence des prix négatifs en Europe a été multipliée par 10 et ceci accroît les problèmes d'équilibrage de réseau et pousse fortement à mettre en place des solutions réglementaires et des solutions de flexibilité de réseau. Ceci aussi pousse à ce qu'il y ait plus de stockage d'électricité, notamment les batteries stationnaires qui d'ailleurs se développent. Nous avons aussi regardé les objectifs gouvernementaux et de régions comme l'Europe sur la croissance de l'hydrogène pour conclure que ces objectifs sont très optimistes, qu'il faudrait certainement les revoir, qu'il n'y aura pas autant d'hydrogène bas carbone que ce qui est prévu, et qu'il faut donc à la fois résoudre les problèmes techniques des électrolyseurs et dédier cette production d'hydrogène bas carbone à des industries qui sont difficiles à décarboner autrement. Il n'y a pas malheureusement de progrès sur l'extension des marchés d'échange des droits de carbone. Le marché le plus important et le plus ancien, c'est l'ETS en Europe. Et ce marché a vu les prix du carbone baisser significativement, donc ce qui n'est pas non plus un bon signe par rapport à l'incitation aux industriels à passer à des énergies bas carbone. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté par rapport à 2023. On n'est pas sur la trajectoire des accords de Paris, on est plutôt sur une trajectoire d'augmentation de la température entre 2,5 et 3 degrés à l'horizon 2100 par rapport aux 1,5 à 2 degrés dans les accords de Paris. Donc, nous nous sommes demandé ce qu'il fallait faire et nous avons un certain nombre de recommandations. D'abord, sur les mécanismes de marché. Souvent, les renouvelables intermittents se sont développés grâce à des aides significatives. Ce système d'aide est en train de se terminer dans beaucoup de régions du monde et il faut de nouveaux mécanismes de marché pour rendre
ces renouvelables profitables, je dirais. Et ceci est vrai pour les renouvelables, mais c'est aussi vrai pour les batteries, et c'est vrai aussi pour les renouvelables qui sont de stock, par exemple la géothermie ou les bioénergies. Il faut des mécanismes de marché différents pour maintenir ces renouvelables intermittents, et tout en équilibrant le réseau, par exemple des régulations, d'obligations, d'associer aux renouvelables du stockage, ou bien sûr les curtailments, le fait que le régulateur a le droit d'arrêter la production de ces énergies pour garder l'équilibre du réseau. L'utilisation de cette énergie perdue, notamment pour faire de l'hydrogène, est une très bonne idée. Néanmoins, aujourd'hui, les électrolyseurs ont du mal à suivre la charge. Donc, accroître la flexibilité du réseau, je l'ai déjà dit, il faut pour cela aussi utiliser mieux les données, les rendre plus publiques, plus transparentes. Ça évite parfois de construire des lignes qui ne sont pas utiles. Revenir à des objectifs réalistes pour l'hydrogène, faute de quoi on risque finalement de mettre des subventions qui sont perdues. Et puis, permettre au CCUS, c'est-à-dire au Carbon Storage and Utilization, d'être profitable. Il faudra décarboner des centrales au charbon. Je rappelle simplement que la Chine met en service chaque mois 1 à 2 centrales au charbon. Donc, il faudra décarboner ces centrales. Et pour cela, il faut des mécanismes qui rendent ces grosses installations profitables. Merci Colette. En effet, il faut maintenant accélérer la transition énergétique et Philippe l'a dit dans un épisode précédent, on n'est pas du tout au bon rythme par rapport aux différents engagements qui ont pu être pris dans les accords de Paris et pour ralentir la hausse des températures et puis plus largement pour rester dans ces fameuses limites planétaires. Donc d'ici 2030, il y a une accélération qui est nécessaire pour d'abord accroître le déploiement des technologies déjà existantes, aussi bien des infrastructures, à savoir les solutions de production d'énergie renouvelable à base de solaire ou d'éolien, mais aussi de la décarbonation, l'électrification de la chaleur, et puis par ailleurs également l'usage accru de l'intelligence artificielle et des solutions numériques. On n'en parle pas assez, mais il y a aujourd'hui beaucoup de leviers qui permettent d'accélérer et d'accentuer l'efficacité énergétique par un meilleur usage des données, par un meilleur contrôle également des équipements, et qui permettent des économies d'énergie très significatives lorsque c'est possible. En matière de recommandations, un sujet est également important, c'est l'accélération, la réduction des délais de permitting. On a vu par exemple l'Allemagne réduire très significativement ses délais de permitting en réformant ses procédures et en permettant aux acteurs de réduire, de diviser par quasiment 2 les délais de permitting, ce qui permet une accélération du déploiement des énergies renouvelables. C'est un des enjeux majeurs aujourd'hui dans différents pays. L'un des autres sujets clés, c'est le financement. Je pense que ce sera un des objets de la prochaine COP, le financement de cette transition qui reste aujourd'hui incertain ou en tout cas soumis à des contraintes. Les États ne peuvent pas tout payer. Ils ont aussi d'autres enjeux. On a vu les sujets de souveraineté et donc de réarmement, de défense nationale, mais également des ralentissements économiques qui vont obliger les États à faire des arbitrages. Donc l'allocation des budgets pour la transition énergétique doit aussi faire l'objet d'une attention particulière pour trouver des mécanismes qui permettent d'assurer du financement privé et donc de rendre ces investissements attractifs. L'autre point, c'est l'acceptation par le citoyen. Souvent, le déploiement des technologies renouvelables se heurte à une opposition, le fameux « pas dans mon jardin », not in my backyard, qui doit s'accompagner beaucoup de pédagogie pour permettre cette diffusion des énergies renouvelables et aussi accompagner les usagers, les utilisateurs finaux de cette énergie dans la gestion de leur consommation avec plus de flexibilité et quand c'est possible le report de cet usage. Les
nouvelles énergies vont aussi amener, et on le voit par exemple dans la batterie, le besoin de nouvelles compétences. Et donc il y a un effort important également à faire pour apporter ces compétences et permettre cette transition énergétique, que ce soit dans les batteries, dans le renouvelable et même dans le nucléaire. On a besoin d'accroître le nombre de gens qui sont formés à ces nouvelles technologies pour aller installer des panneaux, des pompes à chaleur, mais aussi dans les usines. Et donc là, il y a un programme de formation qui est important à mener dans les différents pays pour accompagner cette transition énergétique et cette reconversion parfois d'emplois qui vont disparaître et d'autres qui vont au contraire apparaître. Les émissions de méthane, on en a peu parlé dans cet observatoire, mais ça reste un sujet majeur. Un certain nombre de pétroliers se sont engagés à réduire significativement leurs émissions de méthane. Ça reste un sujet dont on parle peut-être pas assez lorsqu'on parle de changement climatique et de transition énergétique. Enfin, on a un petit peu évoqué aussi dans l'observatoire, et c'est un point important, c'est la manière dont on mesure l'énergie. On parle beaucoup d'énergie primaire, or il faut regarder l'énergie finale, qui est celle que l'on utilise véritablement, et donc qui est parfois assez peu prise en compte et qui peut être défavorable à certaines sources d'énergie quand on la compare à des énergies primaires et qui, notamment dans la construction des politiques publiques, doivent être prises en compte parce qu'on ne va pas forcément consommer les mêmes investissements si on réfléchit en énergie primaire ou si on réfléchit en énergie finale. Donc c'est quelque chose qui doit être probablement un peu plus étudié. Les fameux points de bascule sont probablement pas les mêmes fonction de la manière dont on regarde ces usages énergétiques. Et puis, dernier point, on l'a évoqué, on n'est malheureusement pas sur la bonne trajectoire et il y a un effort à faire sur les mesures d'adaptation. On en avait beaucoup parlé dans le précédent observatoire, ça reste vrai. Aujourd'hui, on n'est probablement pas assez près et les mesures d'adaptation de l'économie vont devoir être regardées avec beaucoup plus d'attention dans les prochaines années. Et puis, dernier point, lorsqu'on parle de transition énergétique, il y a ce qu'il faut faire maintenant d'ici 2030, mais il ne faut pas oublier les efforts à maintenir en termes de recherche et d'industrialisation des futures technologies, des technologies dites de rupture, qui prendront le relais et dont on aura besoin plutôt vers la fin de la décennie 2030, à partir de 2040, pour accompagner cette transition énergétique. Tout ça s'inscrit dans un contexte de souveraineté dont on parle de plus en plus. Cette transition énergétique et écologique, elle se fait aussi dans un contexte de concurrence mondiale, avec évidemment beaucoup d'incertitudes et de questionnements sur le rôle de la Chine, qui aujourd'hui occupe une position dominante dans de nombreuses technologies de décarbonation, qui offre l'avantage d'avoir une capacité de production très significative, et puis d'offrir une vraie compétitivité. Mais dans un autre regard, pour un certain nombre de blocs, cela pose aussi des problématiques d'accès à l'emploi industriel, de compétitivité, et donc les États sont en train de se demander comment finalement préserver l'emploi industriel. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la compétitivité des solutions dont on a besoin. Donc il y a aujourd'hui une guerre commerciale qui est en train de se jouer avec la mise en place de tarifs, notamment aux États-Unis, de mesures protectionnistes aussi en Europe, pour permettre aux industries dans ces pays-là de rattraper leur retard. Dans un certain nombre de domaines, le retard est quand même très important, et donc on pense qu'il faut aussi regarder la manière dont, dans un monde interconnecté, on va pouvoir permettre la transition énergétique, permettre d'avoir de l'emploi local, mais aussi ne pas brider les échanges commerciaux dont on a besoin pour permettre la diffusion de ces technologies sur tout le globe, en Europe, mais aussi dans les pays émergents qui doivent pouvoir accéder aux technologies les plus efficaces directement. Donc il y a probablement des réflexions à avoir pour pouvoir passer d'une opposition frontale à probablement des collaborations qui soient bénéfiques pour tout le monde. Je vais terminer cette présentation par remercier également nos partenaires avec qui on a construit cet observatoire, Hogan Lovells, notre partenaire juridique, Vasa ETT et Enerdata, qui nous ont beaucoup appuyés dans la préparation des différents articles et des analyses qui vous ont été présentées tout au long de ces épisodes. Je remercie Philippe et Colette, ainsi que tous les contributeurs, et je vous invite à regarder également les autres épisodes que vous trouverez en ligne qui précèdent ce dernier épisode.